on va parler d'une autre facette de cette intranquillité avec Benoît Fourchard. Alors Benoît Fourchard, c'est la dernière sortie de la maison d'édition, La Lune avec les dents. Et là, on est dans un autre registre. On est dans l'histoire. Alors, on est dans le portrait aussi. C'est un portrait de femme. Et c'est un portrait d'une vie de village. On peut dire ça comme ça. Je ne sais pas si c'est l'intention première, mais je prends un peu de principe. Et là, l'intranquillité, moi je l'ai plus repérée comme une intranquillité sur des sujets sociaux, puisque donc La Lune avec les dents, on commence avec donc l'histoire d'une jeune fille qui se fait casser une dent par des garçons à l'école quand elle est jeune, et on retrouve, c'est le parcours c'est pas le parcours, c'est un moment de la vie de cette femme, plus tard, une dizaine d'années après dans le village. Alors on commence avec le descriptif du village, on comprend qu'elle n'a pas forcément très apprécié par tout le monde, donc on a une description de petite vie, et puis on se rend compte au fur et à mesure que quelque chose d'autre se joue derrière tout ça, et que derrière ces apparences de village, on va pas dire de village de carte postale, parce qu'on est rapidement confronté aux petites mesquineries des habitants et à des choses un peu plus légères aussi. Il y a quelque chose de profond qui joue, et notamment pour cette femme. J'en ai bien parlé. Super bien. On n'est pas dans l'intranquillité non plus, là. Non. Voilà. Alors Benoît, vous avez commencé par les nouvelles, et vous venez à Bien Noir-Ci Bleu par le roman. C'est votre premier roman. Oui, en fait j'ai même commencé par le théâtre. J'ai beaucoup écrit pour le théâtre. C'est d'ailleurs mon métier. Je suis metteur en scène et comédien. Donc j'ai beaucoup écrit pour le théâtre, publié pas mal de théâtre. Et puis effectivement, il y a une dizaine d'années, j'ai écrit pas mal de nouvelles. 2 recueils qui ont été publiés chez un autre éditeur qui s'appelle La Dragonne. Et voilà, c'est vrai que ce roman-là, donc il est en chantier depuis très longtemps. Je l'avais repris, arrêté, repris, etc. Et donc en rencontrant Pascal aussi, d'ailleurs, comme Isabelle par ce salon de Lozerte, qui est un salon de la nouvelle. C'est ça, on rencontre. Voilà. Et c'est vrai que du coup, on a échangé, et puis voilà, les manuscrits sont passés. C'est toujours plus simple quand on rencontre l'éditeur, qu'on peut en parler, qu'on retravaille dessus, parce que ça ne s'est pas fait non plus en 5 minutes. Donc et voilà, effectivement, c'est un premier roman. Alors je vais en lire 2 passages. Là j'ai eu du mal à trouver, parce qu'en fait il est quand même assez dense, et puis on rentre. En fait il a une force. Moi, ce qui m'a frappé en le lisant, c'est qu'on rentre dedans de manière un peu nonchalante, en se disant qu'on va rentrer dans une chronique villageoise, et en fait rapidement on est happé par le propos, on veut savoir ce qui s'y passe, surtout que vous lancez une piste, parce que donc il y a l'histoire de cette femme, et en parallèle, un chapitre de temps en temps, on a l'histoire d'un comédien qui est devenu très célèbre, qui a eu une grande carrière qui a eu un début de carrière cinématographique, et puis qui a connu quelques excès et qui s'est complètement retiré. Et on sent que cet homme va retourner dans ce village, et puis il s'est croisé avec cette femme quand ils étaient jeunes. Il s'est passé quelque chose de presque fantastique entre eux, et on attend cette rencontre, et ça devient de plus en plus pressant à mesure que le roman avance, et on se dit ça va finir d'une certaine manière, et c'est là où le roman est très fort, c'est que ça ne finit pas du tout comme on s'attend. La re-rencontre ne se finit pas du tout comme on s'attend. J'essaie de ne pas gâcher le suspense, parce que quelque part c'est un roman d'un écrivain de nouvelle à chute, et c'est une espèce de grande nouvelle à chute. Peut-être que oui, peut-être. C'est très intriguant, il y a de l'intrigue, du suspense tout au long. On se demande comment ça va se T'es pas terminer. d'accord, Pascal? Non, je ne suis pas d'accord sur la construction de Nouvelle à Chute, parce que d'abord c'est un roman, donc c'est pas du tout la dynamique de la nouvelle. Et puis, une des choses qui aussi m'a arrêté dans ce texte-là, c'est une sorte d'effet papillon littéraire. C'est-à-dire que, je ne sais pas si c'est le passage que tu as choisi, mais il se trouve qu'à un moment donné, bon, cette jeune fille, quand elle était enfant, a eu sa dent cassée par un événement qu'elle a dedans, et à un moment donné, elle se refait sa dent. Voilà, sa dent est remise en place.
Et juste ce changement, une toute petite chose, bien changer une dent, c'est pas quand même grand chose quoi. Enfin, moi j'ai horreur des dentistes, mais c'est pas grave. Juste ce changement fait que ça influe sur son caractère à elle, et elle décide à un moment donné de changer son positionnement par rapport au village, et du coup l'équilibre qui a été mis en place est complètement chahuté. Et juste en partant de cette petite chose, il se passe des phénomènes extraordinaires. C'est vraiment l'effet papillon ramené dans un roman. Moi, j'ai adoré quand je l'ai vu. C'est l'effet dentillon. Dentillon, d'accord. Il faut préciser que c'était une dent, elle avait 9 ans et que c'était une dent de devant. Mais je vais raconter, je vais lire le passage. Vous pourrez juger sur moi. Ah non, très bien. S'il y a bien un truc que le créateur a complètement foiré, c'est les dents. Ça fait hurler les gosses quand ça perce, ça te mord les tétons, ça tombe, ça fait venir des souris, ça repousse de travers, ça jaunit, ça se gâte, ça te file une haleine de sanglier, et puis ça te fait souffrir tout le temps. Il n'y a pas un âge de la vie où ça te fait pas mal. Et tout ça pourquoi? Hein? Tu peux me le dire? Pour finir en dentier. Ah oui, vraiment, merci Dieu le Père. Pas la peine de me regarder avec ton espèce de tête de têtu. C'est comme ça et puis c'est tout. Mes jambes qui ne me portent plus, mes cheveux blancs, mes aigreurs d'estomac et tout le reste, je veux bien. Mais chaque jour qui passe, constater la pagaille qui règne dans ma bouche, alors ça vraiment, ça me déprime. Tu sais pas la chance que t'as d'avoir de si belles dents. Si au moins tu pouvais me gratifier d'un sourire de temps en temps, ne serait-ce que pour remercier le Seigneur de t'avoir si bien doté. Et ta mère par la même occasion. Parce que j'y suis quand même pour quelque chose, il me semble. Mais non, rien. On dirait que tes lèvres sont collées. Tu m'énerves, tiens, allez, fous le camp à l'école. Tu vas encore être en retard. Non, vraiment, c'est trop déprimant. Je vais me recoucher, tiens. Au moins dans mes rêves, j'ai de belles dents de princesse, blanches et alignées. Faut voir comment dans mes rêves. Tous les matins, ma mère devant son miroir fendu. Tous les matins, les mêmes gestes, les mêmes paroles, les mêmes grimaces. Un rituel, une obsession. Pourtant, y regarder de plus près, la dentition n'était pas ce qu'elle avait de pire. Sa corpulence, son inactivité, son ignorance, sa solitude, son penchant pour la boisson auraient dû la préoccuper davantage. À mon avis. Ou encore le ravitaillement, le ménage, les courriers à déchiffrer, les visites à ma frangine une fois par mois. Ou éventuellement moi, mon éducation, ma santé, ma vie avec elle. Il suffisait d'un minimum de bon sens pour voir que dans notre vie quotidienne, il y avait tout de même plus important que ce problème d'implantation dentaire. Mais non, rien à faire, l'existence de ma mère, grosso modo, se résumait à l'inspection quotidienne et sans espoir de ces ratiches en vrac. Ce matin-là, qui n'avait rien de plus que les autres matins, en la regardant grimacer devant son miroir, une petite lumière s'était allumée comme une évidence qui jamais plus ne me lâcherait. Pas question de finir ma vie comme elle. Je décidai donc que ce jour-là serait le début de mon apprentissage. Pour commencer, pas de balade au bord de la rivière, dans les coins secrets que j'étais la seule à connaître, ni de visite à mon vieux pote Fernand. Ma décision était irréfutable, j'irai à l'école. Il n'était peut-être pas trop tard pour apprendre à lire, et me mettre à parler, et même à sourire, tiens, pourquoi pas. Seulement voilà, dans la cour de l'école, il y avait les garçons. Ce n'est pas que j'avais quelque chose contre eux, ni qu'ils me faisaient peur. On va dire que j'avais pas peur de grand-chose. Mais dans le lot, il y avait Busson et ses copains, Terjou et des Auteux. Et Cyril Pron, le fils du maire, qui serait sûrement maire à son tour un jour ou l'autre, vu que chez les Pron, on était maire de père en fils. Enfin, ça, c'est ce qui se disait dans le village, parce qu'à ce moment-là, personne ne pouvait deviner que Cyril Pron ne passerait pas le cap des 14 ans. Bref, ils étaient donc là, tous les quatre, à me regarder arriver du bout de la rue. Ils m'attendaient, là, juste à l'entrée de la cour. Je ne comprenais pas bien l'intérêt que je pouvais revêtir à leurs yeux, surtout que cet attrait pour moi ne datait pas de la veille. Par la suite, évidemment, j'y ai vu plus clair. Individuellement, j'étais capable de leur faire baisser le regard d'un seul coup d'œil bien ajusté. Les quatre ensemble, c'était plus compliqué. Il fallait commencer par Bernard Busson, le chef de la bande. Lui terrassé, les autres arrêtaient de la ramener. En général. Et depuis le temps qu'il masticotait, j'étais rodé. Mais ce jour-là, je ne sais pas pourquoi, peut-être une prémonition, je me suis dit qu'il vaudrait peut-être mieux les éviter. Je marchais donc vers l'école, sautillante, sifflotant, l'air de rien, l'air de celle qui se pointe en classe comme n'importe quelle gamine de 9 ans, heureuse d'aller y apprendre des choses intelligentes. L'air de celle qui ne veut rien remarquer d'inhabituel. Sauf qu'ils n'avaient pas du tout l'intention de me louper, eux. Alors, Lalanne, elle va bien ta mère? Tu l'as laissée toute seule? Elle va pas mourir de soif au moins? Et ta sœur, elle bat le beurre? Elle se plaît là où elle est? Et on la reverra un de ces quatre par ici? Et toi, pourquoi tu dis jamais rien? Allez, cause un peu, quoi. Fais pas ta mijaurée. Fais pas ta sauvage. Tiens, oui, dire quelque chose, pour une fois. Par exemple que Bernard, comme prénom, c'est au moins aussi nul qu'Eliane pour un type de 10 ans. Et que c'est la dernière fois qu'il m'appelle Lalanne. Et qu'il est prévenu. Vous avez entendu les mecs, à partir d'aujourd'hui, il va falloir bien être gentil avec elle. Et question gentillesse, tout le monde sait qu'on peut compter sur nous. Pas vrai, Lalanne?
Il insiste bien sur le Lalanne avec un sourire de travers. Rire aigre de Terjou, comme à chaque fois que son copain Buisson en sort une bien bonne. Des auteux, le grand un peu mou, en retrait, se dandine d'une jambe sur l'autre, une attitude qui ne le quittera jamais. Une petite pichenette, un pied bien placé, une main qui s'appuie un peu trop lourdement sur l'épaule, le sol qui se rapproche, le bord du trottoir, une douleur intense dans la bouche, du sang dans le caniveau. Un peu plus loin dans la cour, Daniel qui regarde la scène, qui n'ose pas s'approcher, qui laisse faire, Daniel impuissant, le regard triste déjà, et moi étalé dans la poussière. Merde, Buisson, tu lui as pété une dent, regarde, ça saigne. C'est pas à moi, qu'est-ce que tu racontes? T'avais qu'à pas mettre ton pied là. Surtout, fallait pas la pousser. T'as vu comme elle est pas épaisse? Ouais, une vraie brindille. Ça, c'est pas ce qui l'empêche d'aller cavaler dans les bois. C'est sûr que c'est pas la dernière avec ses cuisses de grenouille. En attendant, qu'est-ce qu'on fait? Appelle le dirlo, on dira qu'elle est tombée toute seule. Je suis étourdi, me relève, ne pleure pas, fais la fière, mais il faut voir les choses en face. Dans le creux de ma main, une dent. Une belle dent de devant, une incisive. Voilà comment tout commence pour Eliane. On sent l'auteur de théâtre quand même, parce que c'est dans les dialogues. Déjà, elle a une voix très particulière, elle n'a pas sa langue dans sa poche. Et puis comme elle pense, en plus, il n'y a personne pour lui dire ce qu'il ne faut pas dire. Et dans les dialogues, après, il y a souvent, pas dire une faconde parce que c'est pas le bon mot, mais un certain sens de la répartie. Et elle surtout, qui va lui valoir une partie de ses problèmes. Oui. Elle parle pas beaucoup en même temps, hein, mais c'est vrai que c'est certainement un défaut professionnel d'avoir beaucoup écrit pour le théâtre. Je trouve qu'on raconte beaucoup par les dialogues, et c'est souvent même les dialogues qui font avancer, un peu comme au théâtre, ou parfois au cinéma aussi. Et c'est vrai qu'il y a une place qui est donnée au dialogue. Il me semble aussi, même dans un roman, que les dialogues peuvent en raconter beaucoup sur les personnages. C'est-à-dire qu'ils existent aussi par la manière dont ils s'expriment. Enfin, il n'y a pas que du dialogue quand même. Mais... Non, loin de là. Mais après, comme c'est la narratrice et on sent qu'elle se parle beaucoup à elle-même, la forme revient même quand elle est seule en fait. Là, on est dans sa tête. Alors, je vais lire un autre passage, parce que c'était pareil pour vous redonner un peu de dialogue et un peu du ton parce qu'il y a une atmosphère spéciale qui dégage et c'est vraiment le style qui fait qu'on rentre dans l'histoire. Alors l'histoire est très bien construite, moi je trouve aussi, il y a une grande force de construction et justement c'est ce jeu de fausses pistes et puis bon, c'est la chute. Vous pouvez lire avant, hein. Oui. Que la chute. C'est même recommandé. Cela dit, il y a des gens qui préfèrent lire en sachant exactement ce qu'ils lisent jusqu'au bout. Donc voilà, mais moi je suis bien la petite canard toujours. Je suis frustrée. Le bois des dames. Derrière la banalité du nom se cachent de multiples légendes. De drôles de dames que ces dames à dire vrai. Alors, je vais situer un peu le contexte quand même. Donc, parmi toutes les péripéties qui arrivent au village, notamment, il y a un métayer qui s'appelle Augustin, qui est maltraité par le fils de la famille qu'il a accueilli et pour laquelle il travaille, qui s'est enfui dans les bois. Et pour beaucoup de raisons, il faut retrouver l'Augustin. Et donc, Yann a une idée d'où il peut être et va essayer de vérifier sa supposition, dans le bois des dames. Donc. De drôles de dames que ces dames à dire vrai. Le chemin escarpé mène à une clairière. De là on voit le village et toute la vallée, un endroit touriste. Étonnant que le maire n'ait pas encore eu l'idée d'en faire un lieu de pèlerinage avec des cars de japonais garés juste en dessous. Au milieu de la clairière, une chapelle minuscule éclose depuis belle lurette. Des déclarations d'amour taillées à l'opinel ornementent les pierres. Dans un cœur gravé maladroitement, Elia. J'aime savoir qu'au moins un garçon de ce village a un jour été amoureux de moi. Je veux dire amoureux de cette façon-là, joliment. Je me demande toujours qui c'est. Pas Daniel en tout cas, je le sais. Même si on n'a jamais eu beaucoup de conversations en 5 ans, j'ai quand même eu le temps de lui demander. Et lui de me répondre oui. Il aurait bien aimé être l'auteur de l'œuvre. Même qu'il en avait eu l'idée. Mais au moment de le faire, il avait trouvé mon nom déjà écrit. Je me demande si c'était à cause de ça, cette tristesse comme un trou sans fond. Mon Dieu, que je n'aime pas repenser à tout ça. Portes et fenêtres fermées, les vagues vitraux de l'arrière également. Je fais le tour, un soupirail, je me baisse, il glisse la tête. Il est là, je le sens. Augustin ? Augustin, montre-toi, c'est moi. Elia ?
Une voix caverneuse sortit des tréfonds de la chapelle. « Allez, sors de là, Augustin, t'as rien à craindre, je suis toute seule. » Pour s'extraire du trou, il est obligé de ramper. Son visage, déjà très particulier, est crasseux, décharné, abîmé par des hématomes comme le reste du corps. Ses oreilles semblent encore plus démesurées. Sa voix est sourde. « Comment tu m'as trouvé ?»« Je te connais. »« Ah oui, c'était comme le cache-cache quand on était petit, tu te rappelles ?» Il me dit ça avec un sourire édenté. Je m'aperçois qu'il n'en reste plus qu'une. Faudrait que je lui présente Hubert, le dentiste. Quand on était petit, mais toi Augustin, t'as toujours été petit. Alors ça c'est drôle. Ouais, t'as raison, c'est pas le moment de déconner, excuse. Pas grave, tu te rappelles? On était plus souvent ici qu'à l'école, hein. Il dit ça fièrement. Pourtant à l'école, lui, on n'a quasiment jamais vu. Encore moins que moi. Et on a quand même quelques années d'écart. On s'y est donc très peu croisés. Il faut bien qu'il se fabrique des souvenirs et une histoire un peu moins pourrie que la réalité. Mais le moment est mal choisi pour le lui rappeler. Oui, et tu vois où ça nous a menés? Répond-il. Non, il ne voit pas évidemment. La vache, tu pues, Augustin. Oui, oh, comme tu dis, mais là n'est pas la question. Faut que tu rentres maintenant. Tu vas pas vivre dans cette chapelle au milieu des bois jusqu'à la fin des temps. Il hoche la tête. Ce que je veux, c'est mourir. Il me dit ça sans me regarder. Je pose ma main sur son épaule fraternelle. T'es drôlement belle, Elia, surtout avec ta nouvelle dent. Merci, t'es gentil, mais il ne me laisse pas finir ma phrase. Dis, Elia, tu veux pas baiser avec moi, hein? Dis, pour une fois, tu veux pas? Je laisse s'écouler quelques secondes, le temps de trouver les bons arguments. On dirait une petite bestiole sauvage prise dans un piège à loup. Il faut l'apprivoiser, l'attraper sans l'affoler, sans l'exciter. Écoute-moi bien, Augustin. Oui, oui, c'est bon, je sais ce que tu vas me dire de toute façon. Mais alors pourquoi tu fais ça avec tout le monde sauf moi? Si ce n'était pas lui, je lui foutrais volontiers mon poing dans la gueule. Et puis, comme t'es une sorcière, à ce qui paraît, t'as qu'à me rendre un peu moins moche, un peu plus grand. Comme ça, tu voudras bien baiser avec moi, et puis c'est tout. J'inspire à fond en m'écartant de lui. Tente de faire baisser le niveau de ma colère. Ne dis rien. Il n'insiste pas, il connaît ma réponse. Malgré son QI proche du zéro absolu, il sait bien que les gars du coin sont presque toujours des vantards. Ce qui réduit nettement le tout le monde. Il sait tout ça. 100 fois on a déjà eu cette conversation, lui et moi. Et puis de toute façon, le pio, s'il me retrouve, il me tue, il l'a bien dit. C'est une expression, Augustin. Allez, viens maintenant, faut que tu ailles voir les flics, que tu leur racontes tout ce qu'il te fait subir. Tout, avec tous les détails. Il faut qu'ils te payent pour le travail que tu fais à la ferme. Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends, je suis pas sourd. Déjà qu'ils m'ont recueilli, ils vont pas me payer en plus. Je suis quand même une bouche de plus à nourrir. C'est le pio qui me l'a dit. Avant, avec la marque, c'est sûr que ça allait. Il me tapait moins souvent. Mais là, tu verras ça. Non, non, je veux pas rentrer. Je veux rester ici dans la chapelle, avec Dieu. Il va bien finir par voir que je suis là, juste sous ses pieds. Il va bien finir par m'aider. Adieu, c'est sûr, j'avais pas pensé à celui-là. Je lui laisse un panier et espère bien que mes propos fassent leur chemin dans sa petite tête. Il me semble avoir capté tout au fond de son œil une dureté très inhabituelle chez lui. Voilà, vous avez des situations posées et maintenant, reste plus qu'à découvrir la vie d'Elia et tout ce qui se passe dans ce village, dans la lune avec les dents.